Bonjour. Dans Le Triangle et l'Hexagone, Mabula Soumaoro précise au sujet des inégalités raciales de la France contemporaine qu'il n'est pas question de deux poids deux mesures, mais plutôt de deux corps deux mesures. Ce que la société fait au corps, en effet, fait les corps, fabrique du genre, de la race, façonne et performe, et fait corps tout à la fois. Mon hypothèse ici est que le roman national s'est élaboré sur un dressage des corps altérisés et sur une incorporation de la mémoire coloniale. Ces deux éléments sont à la fois révélés et déconstruits par les romans de deux autrices contemporaines, Alice Zeniter dans L'Art de perdre, paru en 2017, et Marie Ndiaye dans Trois femmes puissantes et Rosie Carpe, publiés respectivement en 2009 et 2001. Ce que nous rappellent ces romans, en effet, c'est que la colonisation n'est pas que la conquête d'une terre. Elle est appropriation des corps qui la peuplent. On a beaucoup écrit sur la colonisation des esprits, des imaginaires. J'aimerais aujourd'hui réfléchir à ce que la domination fait au corps, et plus spécifiquement au corps masculin, colonisé, asservi et dominé. Tandis que les corps des femmes algériennes sont dévêtus et dévoilés de force par la France coloniale, ceux de leurs frères sont habillés. L'expression est courante et désigne dans ce contexte le geste par lequel les hommes algériens sont enrôlés dans l'armée française, que ce soit dans les régiments réguliers de l'armée d'Afrique ou plus tard dans les groupes mobiles paramilitaires de la Harka. L'image de l'habit dit assez la force du déguisement. L'uniforme revêtu par ceux que la France nomme alors indigènes allie visibilité du costume local et dissimulation sous une homogénéité fallacieuse du vêtement. S'habiller ou être habillé, alors, c'est offrir son corps à la France en revêtant un costume militaire parodique, métonymie d'une sous-citoyenneté indigène. L'Art de perdre d'Alice Zeniter est un roman d'inspiration autobiographique dans lequel l'autrice tente de reconstruire l'histoire occultée de sa famille, en focalisant le récit sur deux très beaux personnages, celui de Hamid, son père, qui quitte l'Algérie en 1962, et celui de Ali, son grand-père, qui s'est habillé 20 ans auparavant. En tant qu'ancien combattant, il perçoit une maigre compensation financière et il est pour cette raison considéré comme un traître par le mouvement indépendantiste qui se déploie au lendemain de la guerre. En effet, afin de marquer son refus de l'appropriation coloniale des corps, le Front de libération nationale exige que les anciens soldats de la Première et de la Seconde Guerre mondiale renoncent à leur pension. Je cite, « Le FLN l'a annoncé. Pour celui qui s'est habillé, il ne sera pas possible d'ôter son uniforme et de reprendre la cour de sa vie. Il faudra au préalable se laver le corps dans le sang d'un gradé. » On voit ici que s'habiller, ce n'est pas seulement passer un vêtement. L'uniforme colle à la peau, déteint sur le corps, et cette souillure première ne peut être lavée que par le sang du colon, un corps pour un corps. Face à cette alternative, Akli, président des anciens combattants de Palestro et compagnon d'Ali, s'interroge. « Mais alors, murmure Akli, on se serait battu pour rien ?» Il en a presque les larmes aux yeux. Pour Akli, si la pension est le signe qu'il s'est vendu aux Français, il voit cette vente comme la preuve de sa dignité et non du contraire. La pension signifie que les colons ne peuvent pas simplement se servir dans les réserves de chair des colonies. La pension signifie que le corps d'Akli lui appartient et que s'il décide de le louer, il est en droit d'obtenir une compensation. Sans cette compensation, alors à qui est le corps? Il n'est pas au FLN quand même. La narration donne une réponse dramatique à cette question. Akli est retrouvé un matin nu, la gorge tranchée d'une oreille à l'autre, la poitrine tatouée du sigle FLN. Le corps est décrit comme minuscule. C'est celui d'un pantin grotesque, dévoilant impudemment son sexe, ridiculement petit, fripé et malheureux. Le cadavre profané du vieil Akli symbolise le lieu du combat entre colons et indépendantistes, le phallus algérien. Plus loin, le texte précise « La gorge bée comme une seconde bouche, ouverte sur un cri formidable que personne n'a entendu. » Égorgement et castration, le corps loué des soldats est un territoire miné par la guerre, silencié par les mémoires transméditerranéennes. D'une guerre à l'autre, ce sont en effet des dizaines de milliers d'hommes qui furent ainsi habillés et bâillonnés. Entre 1942 et 1944, l'armée d'Afrique constitue ainsi 75% de l'armée française, proportion gommée par un véritable blanchiment des forces françaises libres dès 1945. Dans L'Art de perdre, le sacrifice des soldats du Maghreb est condensé en un récit douloureux, celui de la bataille de Monte Cassino. Le fleuve rouge de sang et la fragilité des hommes agrippés absurdement à une montagne devenue autel sacrificiel associent les humains indigénisés aux insectes les plus discrets. Je cite « Monte Cassino ou la bataille des phasmes, mince présence suspendue au roc et s'épuisant à se rendre invisible. » Ce désir de disparaître sera bien comblé, non par un camouflage impossible lors de la bataille, mais plus tard par l'effacement du sacrifice maghrébin dans la mémoire collective de la résistance française.
Aux anciens combattants, la patrie n'est en effet pas reconnaissante, puisque lors des défilés célébrant la libération commence une répression féroce, aboutissant le 8 mai 1945 au massacre de Sétif, entre 6 000 et 8 000 Algériens tués selon les historiens français. L'art de perdre évoque ce traumatisme historique sous la forme d'un cauchemar enfantin, stratégie cynique de terreur pour régner sur un peuple infantilisé. Je cite « Sétif, c'est le nom d'un ogre terrifiant qui rôde, toujours trop proche, dans un manteau à l'odeur de poudre, aux pans ensanglantés. » Le thème de la dévoration est récurrent dans le roman. Il insuffle son souffle à la mémoire malheureuse des violences faites au corps algérien. Les massacres de la population sont comparés à des scènes de documentaires animaliers, et la guerre d'indépendance semble une longue mastication ogresque. Je cite le texte, « Ceux que l'on a traînés dans les villas dévoreuses de la capitale, dans les fermes mâchoires perdues dans la campagne, dans les détachements de protection aux dents de loup, ceux que l'on a tenus au bord du vide, ou la tête sous l'eau, ceux dont on a fendu le gland à force de décharges électriques appliquées directement sur la verge, ceux dont les corps ont été directement sectionnés, partie par partie. L'école française dévore les corps et génitalise la torture. Les corps indigènes de l'Algérie coloniale sont donc habillés, mais aussi sacrifiés et oubliés. La lutte pour l'indépendance, qui voudrait dénuder les corps déguisés, voit les partisans de la liberté se faire massacrer, dévorer ou torturer. Cette gestion des sujets dominés, entre écrasement et dispersion, est une illustration de ce qu'Achille Mbembe nomme la nécropolitique. Le morcellement des corps combattants vise à empêcher cette unification d'un corps commun qu'est la naissance d'une nation indépendante. La métaphore de l'ogre colonial est filée dans l'art de perdre par-delà les époques, avec l'image de l'usine qui broie et dévore les travailleurs immigrés dans la France des années 60. Hamid, à l'usine, découvre une version affaiblie de son père. L'homme montagne, dominant la crête, est devenu une silhouette qui s'effondrerait si quelqu'un venait le pousser du doigt. Il a honte de le voir courber l'échine aujourd'hui devant les colons d'hier. Dans le camp ou à l'usine, les rapports coloniaux en effet semblent inchangés, savamment entretenus par une menace diffuse, celle du retour de l'ogre sétif. C'est aussi de cette perpétuation fatale des rapports de domination, au-delà des indépendances, que met en scène Trois femmes puissantes. Dans le Sénégal contemporain, Rudi Descas est un Français blanc vivant à Dakar avec sa mère et son épouse. Il a refoulé profondément 2 souvenirs traumatiques en lien avec son père. Le meurtre commis par ce dernier, dont Rudi pense avoir été témoin, et l'agression d'un élève par Rudi, en réponse à l'insulte du jeune homme qu'il avait traité de fils d'assassin. Ces 2 souvenirs sont enterrés si profondément en Rudi qu'ils ne refont surface qu'au prix d'une réminiscence progressive extrêmement douloureuse. Et il faut un puissant déclic mémoriel pour que s'effondre la théorie mensongère élaborée par le personnage. Oh, il l'avait su, mais en refusant de le savoir. Lorsqu'un des élèves rappelle à Rudi qu'il est un fils d'assassin, celui-ci saute à la gorge du garçon et ressent en cette violence une véritable jouissance. Quelle impression bouleversante que de sentir sous ses pouces le tube annelé, tiède, moite de la trachée. Le plaisir de Rudi, son allégresse forcenée, pourrait traduire la haine raciste la plus froide. La victime est en effet décrite comme un fils de pêcheur arborant un visage de Dar es-Salaam, et les interrogations de l'agresseur pendant son passage à l'acte sont significatives. Fils d'assassin, très bien, alors soyons loyaux à notre sang, pas vrai ? Était-il de même nature le sang de l'associé de son père qui avait teint irrémédiablement le carrelage poreux de la terrasse, et le propre sang d'Abel Descas, et le sang de ce garçon, le fils du pêcheur de Dar es-Salaam, qui ne manquerait pas de jaillir si Rudi réussissait à le renverser puis à lui frapper la tête contre le sol de la cour ? Je crois que nous assistons ici à une littéralisation de la métaphore courante, caractéristique de la littérature postcoloniale selon Homi Bhabha. De la métaphore de la filiation, soyons loyaux à notre sang, le sang retrouve sa fonction concrète, celle de liquide vital pouvant jaillir d'une blessure. Mais ce faisant, il convoque une autre connotation, celle de la race. Rudi s'interroge en effet de manière explicite sur la communauté de sang entre 2 victimes noires, l'associé du père et le fils du pêcheur, et 2 agresseurs blancs, son père et lui-même, dont la blancheur par ailleurs est décrite comme excessive, hyperbolique, extrêmement pâle et d'une blondeur artificiellement entretenue puisque sa mère lui décolore les cheveux. De plus, les sentiments de Rudi pour les jeunes hommes sont fortement ambivalents. Il avait pour eux une affection particulière car ils étaient noirs. Rudi se rappela ce qu'il éprouvait toujours alors quand son regard se posait sur le fils du pêcheur, une amitié excessive, délibérée, anxieuse, sans rapport avec les qualités propres de ce garçon et qui aurait pu soudainement virer à la haine, sans que Rudi s'en fût vraiment rendu compte, sans qu'il eût même pu comprendre que c'était de la haine et non plus de l'amitié qu'il avait pour son élève. En ce retournement, on peut lire l'ambivalence caractéristique du racisme analysé par Yann Le Bihan, érotisation exotique qui va de pair avec une haine profonde. Les 2 émotions, désir et détestation, se nourrissent l'une l'autre et contribuent à la racisation des 2 sujets.
Comme le suggèrent les questions de Rudy, en effet, faire jaillir le sang de l'autre, c'est interroger son humanité. C'est dans la violence que s'incorpore ainsi la hiérarchisation raciale. La violence physique impose au corps une organisation socio-raciale. Le plaisir éprouvé par Rudy Descas, ce plaisir quasi-sexuel d'étrangler le garçon au visage de Dar es Salaam, c'est la joie d'une virilité violente, construite sur les cendres de son autre. Et l'autre de la virilité, ce n'est pas seulement le féminin, c'est aussi l'invention d'un masculin qui en serait dépourvu. Historiquement, le barbare, l'efféminé, le sauvage, l'esclave. Dans l'histoire de la virilité, en effet, Georges Vigarello revient sur le processus d'altérisation des masculinités indigènes et sur la fabrication corollaire d'une masculinité triomphante, double construction soutenue par la sexualité. Tout indique dans cette étude que les normes sexuelles ne s'établissent pas tant dans le rapport des hommes à l'objet du désir, qu'il soit femme ou homme, que de façon triangulaire dans le spectacle de ce désir. Ainsi, dans l'art de perdre, la masculinité coloniale s'affirme-t-elle comme ayant le monopole du désir hétérosexuel, en moquant la supposée frustration sexuelle et la prétendue pudibonderie de l'homme musulman. En sortant de la caserne où il a cru s'entretenir de chef à chef avec le capitaine, Ali est ainsi confronté à de jeunes soldats français qui l'interpellent en le nommant Mohamed, et ouvre devant lui des magazines aux couleurs vives, sur les pages desquels s'étalent des images de femmes nues, chevelure d'or, seins haut perchés, arrogants, fesses pleines. Il ricane. Ali ne comprend pas ce qu'ils veulent. Il détourne les yeux, mais les soldats, dans des éclats de rire, agitent alors les photos plus près de son visage, le poursuivent de nichons, culs, chattes, partout où il tourne la tête. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Ali a été marié 3 fois. Il a probablement vu plus de femmes nues que ses gamins. Cette affirmation triangulaire de virilité, par le biais de l'objectivation du corps féminin, fonctionne par assignation. L'homme musulman est censé être désirant, mais craintif ou honteux de son propre désir, supposé insatisfait. Le corps érotisé des femmes blanches fonctionne alors comme une arme. Technologie de genre propre au XXe siècle, le corps surérotisé de jeunes blondes est ainsi employé comme une arme. Dans l'Algérie d'Alice Zeniter, comme dans la prison d'Abu Ghraib à Mossoul, où dans les années 2000, de jeunes soldats américaines ont pratiqué un mode inédit de torture fondé sur la provocation sexuelle et le déni de virilité. Reprenant les codes de la pornographie commerciale, leur corps a permis ce qu'Elsa Dorlin nomme un nouveau dispositif d'émasculation. Le mot est une référence à Frantz Fanon, qui analyse dans Peau noire, masque blanc le déni de virilité subi par les esclaves puis les hommes colonisés. Déni qui conduit à l'affirmation provocante en introduction de l'essai « Le noir n'est pas un homme ». L'auteur martiniquais parle de pénis, symbole de virilité anéanti et nié, faisant même de cette castration la caractéristique du racisme négrophobe. C'est dans sa corporéité, je cite, qu'est atteint le nègre. C'est bien une atteinte de sa corporéité que subit Lagrand dans Rosicarpe. Dans ce roman de Marie Ndiaye, une partie de la diégèse se situe dans la Guadeloupe contemporaine. Le seul protagoniste noir du roman, Lagrand, est un homme gentil et doux, tout de blanc vêtu. Et tandis que rien ne le lie à la famille Carpe, des touristes français blancs prenant sur l'île une forme de revanche sociale, il ne peut s'empêcher de répondre à chacune de leurs demandes et de les servir. Ainsi se rend-il un jour à la Marina, un lieu de l'île où il n'est jamais venu. Il croise alors une foule de personnes âgées, toutes à demi nues, qui bronzent sur la plage du Club Med. Il s'arrête pour laisser passer, je cite, un groupe de vieux encore pâles, si blancs bon Dieu que leur chair paraît bleue sous la peau. La blancheur hyperbolique des personnages est à mettre en lien avec leur statut de touriste, tandis que Lagrand a grandi en Guadeloupe. Une des dames arrête le jeune homme et lui ordonne de se pencher. Malgré le dégoût que lui inspire le contact de la main de la femme sur son bras, il obéit machinalement, n'ayant pas l'habitude de ne pas obtempérer. Et subit un passage à l'acte hautement significatif. D'un seul coup, elle enfonça sa langue dans l'oreille de Lagrand. Puis elle fit un bond en arrière, rieuse et fière, et comme Lagrand se redressait brutalement, il vit tressauter ses larges cuisses bleutées sous le bikini rose. Notons que le rose et le bleu sont des filtres disant implicitement le statut racial de la femme, sa blancheur et sa blanchité. L'acte marque Lagrand durablement, qui ressent dans sa chair la mortification de l'intrusion. Comment avait-elle pu pénétrer aussi loin dans son oreille? Elle lui avait ni plus ni moins craché dedans. La scène relate clairement un épisode de viol symbolique, du personnage qui semble ainsi puni d'avoir transgressé des frontières invisibles. Voilà comment il vit son arrivée à la Perle des Îles. Il était le seul noir. Comme si, se dit-il, depuis les abîmes d'où il était parti tout à l'heure jusqu'ici, une succession d'obstacles postés au bord de la route, réservés aux Noirs, les avait progressivement éliminés. Ce viol symbolique est ainsi un rappel de l'actualité de la confiscation de la terre et des corps de la Guadeloupe. Chez Alice Zeniter, comme chez Marie Ndiaye, la provocation sexuelle est une effraction dans l'intime des hommes dominés. Elle marque les frontières de territoires qui leur sont interdits, la caserne ou la marina. Elle permet enfin l'affirmation compensatoire d'un pouvoir défaillant.
virilité incertaine chez de très jeunes soldats et séduction disparue de la vieille touriste. Malgré leur âge, les personnages blancs assoient ainsi leur pouvoir sur le viol symbolique d'hommes ainsi rendus à leur statut de sous-citoyens. Pour conclure, l'élève de Rudy, Ali le patriarche ou Lagrand sont des personnages dont les corps sont forts, musclés, bien nourris et pleins de vie. Ils incarnent la jeunesse et la dangerosité menaçante de la masculinité indigène telle qu'elle est perçue dans l'imaginaire colonial. L'écrasement, l'humiliation et le viol de ces personnages marquent une incorporation violente des rapports coloniaux. Loin d'appartenir à un passé lointain, en effet, ces violences persistent dans le contexte endocolonial de la France contemporaine. Analysant les interactions entre forces de l'ordre et jeunes des quartiers populaires, Didier Fassin parle de mémoire incorporée. Les seconds savent qu'ils doivent fuir les premiers pour éviter la provocation, l'étouffement, le viol. L'organisation socio-raciale contemporaine prend en effet toujours appui sur l'anéantissement des masculinités pensées comme indigènes. Mais celui-ci est désormais sous-traité, pris en charge par les corps de police, les corps des policiers. Et tandis qu'Alice Zéniter dit vouloir publier les récits qui ont été étouffés, Marie Ndiaye narre la violence post-coloniale en son jeu complexe d'enfouissement et de révélations inconscientes. En cela, sa prose mime le mouvement même du déni toxique opéré par l'aveuglement français à la race. Ce que suggère le jeu des sonorités, en effet, R, U, I, c'est que Rudy, c'est la République, à moins que ce ne soit sa ruine. Merci.